La question qui guide cette table ronde est comment le rose enlace-t-il le noir? Mais j'ai quelques relances pour nos 7 personnes intervenantes. Donc, on va entendre Mélodie Simard-Houd qui, au chapitre 3, analyse l'essor des histoires vraies dans la revue, les revues françaises Confidence et Détective à la fin des années 30. Harold Bérubé, Marie-Pierre Luneau qui co-signe le chapitre 4, qui a pour titre Hybridation des imaginaires dans la collection Romans d'amour des éditions Police Journal. Ensuite, on entendra Jean-Philippe Warren qui aborde au chapitre 5 la figure de fille-mère dans les imaginaires des périodiques de Police Journal. Rachel Nadon qui traque dans Allô Police l'émotion de la jalousie, envisagée comme un prisme pour voir se réfracter les émotions médiatiques. On va aussi entendre Johan Verillac qui est auteur du chapitre 7 où il aborde le syncrétisme de 50 nuances de gris, syncrétisme bien caché sous un vernis commercial érotisant. Et moi, à l'animation, qui est signé chapitre 8, où j'interroge la plasticité d'un architecte, celui des romans de campus. Donc, je propose en fait de décloisonner l'idée de genre qui est accolée à cette production-là pour y intégrer les variantes roses et noires. Pour que la table ronde soit aussi conviviale et courte que possible, j'ai lancé une grande question, comment le rose enlace-t-il le noir, qui fait encore une fois référence au magnifique clinch choisi par Sheena Marceau-Wood. Mais donc, je vais vous inviter à présenter, préciser votre domaine de recherche peut-être quand je vous interpelle. Le but de nos échanges va être de faire connaître l'ouvrage, mais aussi, comme je le mentionnais plus tôt, de déconstruire des clichés sur des productions beaucoup moins polarisées qu'on a bien voulu le croire, sur plusieurs plans. Sur le plan éditorial, hein, les éditeurs font des choix, hiérarchisent les produits culturels. Sur le plan des publics présumés genrés, sur le plan formaliste même, et sur le plan médiatique. Donc, on commence, si vous voulez bien. Sur le plan éditorial, d'abord, notre livre montre comment il s'est produit un détachement des deux imaginaires au début du 20e siècle. Mathieu Letourneux l'aborde avec beaucoup de perspicacité dans le chapitre 1, qui vaut le détour. Et puis, en plus, si vous lisez le livre et ce chapitre, vous comprendrez en bonus pourquoi la couverture est jaune et pourquoi c'est signifiant. Donc, en résumé, selon Letourneux, dans la première moitié du 20e siècle, les éditeurs sont de plus en plus spécialisés et ont bien marqué visuellement les collections rose et noir ou rouge, bleu et jaune, alors que les feuilletons du 19e siècle étaient beaucoup plus syncrétiques et combinaient tout ça. On en a des exemples intéressants de cette polarisation éditoriale dans la première moitié du 20e siècle, dans la marchandisation des histoires vraies en France et au Québec. On a plusieurs chapitres de la seconde partie qui portent sur ces sujets-là. Donc, j'aimerais peut-être entendre Mélodie d'abord, puis Jean-Philippe ensuite à ce sujet. Puisque vos chapitres sont complémentaires, je veux savoir au fond, est-ce que les magazines lowbrow, rose et noir, sont vraiment aux antipodes l'un de l'autre? Alors, Mélodie, pour commencer. Oui, merci Caroline. Je suis Mélodie Simard-Houd, professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, puis une spécialiste de la culture médiatique du 19e, 20e siècle. Dans mon chapitre, je montre en fait que la distinction entre les genres touche aussi le segment des magazines. Puis on voit naître un périodique comme Détective, qui est un magazine de faits divers en 1928. Puis Confidence, un magazine destiné plutôt à un public féminin, un magazine sentimental qui est fondé en 1938. Puis a priori, on pourrait croire que c'est deux types de contenus qui n'ont rien à voir, même si tous les deux, ils donnent dans l'information divertissante. Mais quand on regarde de plus près, le langage éditorial de ces magazines-là, on voit que tous les deux participent de la vogue de l'histoire vraie, surtout à partir du lancement de Confidence à la fin des années 30. Et en fait, Confidence, lance les histoires vraies sentimentales, donc des histoires qui sont dites véridiques, comme des témoignages de lecteurs que les lecteurs enverraient au magazine, qui portent sur des problèmes humains, des dilemmes sentimentaux. Et les histoires vraies donc, sont vraiment au cœur de Confidence. C'est la principale rubrique du magazine. Et Confidence a un énorme succès à tel point qu'on voit un effet de contamination éditoriale. Donc, Détective va se mettre à la même époque à publier aussi des
rubrique des histoires vraies dans des séries. Et on voit qu'il y a un même langage éditorial qui devient partagé entre les magazines, d'une part de magazines sentimentales, puis d'autre part un magazine de faits divers. Donc, tous les deux vont parler de confessions, de confidences, d'histoires vraies, de paroles recueillies, d'histoires vécues. Puis, des deux côtés, on met en avant le geste de collecter la parole de personnes ordinaires qui ne sont pas des journalistes, mais des kidams, des gens qui ont vécu des expériences qu'on veut raconter. Donc, il y a vraiment l'idée au cœur de ces magazines-là qu'on raconte des histoires ordinaires, mais en même temps extraordinaires, dans le sens où c'est des histoires aussi de transgression, c'est des histoires de problèmes, mais que c'est un peu le postulat de ces magazines-là que peut-être n'importe qui pourrait vivre finalement à l'instar des protagonistes qui sont mis en scène dans les deux magazines. Donc, des deux côtés, il y a une logique de transgression. Puis on voit aussi qu'il y a des thèmes, il y a un lexique qui est partagé. Par exemple, quand je vous donne comme titre d'histoire J'ai voulu tuer, ben, cette histoire-là, elle pourrait aussi bien se décliner dans le magazine sentimental que dans le magazine de faits divers, hein. Puis on joue justement sur l'ambiguïté. Donc les magazines jouent un peu de l'ambiguïté qui est au cœur des histoires, l'ambiguïté du drame passionnel, par exemple, qui peut être à la fois raconté comme sous l'angle du fait divers criminel ou sous l'angle de l'histoire vraie sentimentale. Donc voilà, ça résume un petit peu les frictions qu'on retrouve dans ces deux types de magazines. Les enlacements, puis j'ai vu aussi que tu avais, en fait, tu as quand même mis au jour une disparité entre les deux productions qui a trait à la structure globale. Veux-tu nous en parler? Oui, absolument. Mais en fait, même s'il y a un langage qui est partagé, puis des deux côtés, la volonté de mettre en avant la parole ordinaire, ce qui est quand même très différent. Puis là, c'est là qu'on voit qu'il y a la marque du genre, puis la marque de l'architecte sentimental ou policier qui demeure. C'est que dans Confidence, la plupart du temps, on a des histoires qui se terminent bien. Donc, le J'ai voulu tuer, finalement, malgré ce qu'annonce le titre, va se terminer par la réunion du couple dans le bonheur conjugal. Alors que dans Fait divers, on est dans un architecte du policier, crime. Donc, le plus souvent, ça se termine par la mort ou l'arrestation du criminel qui va être puni ou qui va aller en prison ou qui va se jeter en bas d'une falaise. Mais bref, ça se termine mal. Donc, il y a vraiment deux grands scénarios. D'un côté, des histoires qui se dénouent d'une façon heureuse, comme le veut la tradition du sentimental, de la fiction sentimentale. Puis de l'autre côté, des histoires qui se terminent mal, des histoires plus sombres voilà, dont le dénouement nous laisse dans le désarroi. Merci Mélodie. Puis une étude qui a été menée avec beaucoup, beaucoup de rigueur, je tiens à le souligner. Puis Jean-Philippe, de ton côté, tu as étudié un phénomène similaire, mais au Québec, avec la figure de la fille mère. Donc, Oui, celle qu'on appelait la fille mère, qu'on appellera aujourd'hui mère célibataire. On se demande c'est quoi la différence dans la panoplie des offres du magazine populaire, mais si on prend ça globalement, ce qu'on s'aperçoit, c'est que le magazine populaire des années 40 et 50, celui qu'on a étudié, entre autres Marie-Pierre, Luno et moi, c'était un produit de consommation, puisque de particulier du produit de consommation, c'est qu'il veut à la fois s'adresser à la masse, tout en sachant qu'il existe des niches de lecteurs et de lectrices. Et c'est la fameuse expérience de la compagnie Prego qui avait lancé sa première sauce à spaghetti, puis qui avait tenté de trouver le consommateur, la consommatrice moyenne aux États-Unis, qui est arrivé avec des résultats qui étaient assez contradictoires et hétéroclites, puis qui s'était rendu compte que ça n'existait pas, le consommateur ou la consommatrice moyenne, qu'il y avait personne qui avait la même palette de goût et qu'il fallait qu'il développe donc des produits, on va dire des catégories de produits qui puissent rejoindre les gens qui préféraient l'extra chunky, les gens qui préféraient la sauce végétarienne, les gens qui préféraient la sauce épicée. Ils ont développé comme ça à peu près 7 ou 8 produits qui répondaient donc aux demandes de la clientèle. Puis, les magazines populaires, c'est un peu la même chose. Donc, ils veulent que sur un même kiosque dans une même tabagie ou dans un même diner ou dans une même gare de tramway, ils veulent que les gens puissent une semaine pouvoir acheter un roman policier, l'autre semaine pouvoir acheter un roman sentimental, mais que tous ensemble, ils réussissent à trouver ce qu'ils recherchent et à nourrir la machine éditoriale. Donc, c'est vraiment, il faut voir ça comme un vaste ensemble où les gens circulent
plus ou moins, là, selon les âges, selon les préférences, selon les catégories sociales, mais circulent souvent à l'intérieur d'une même offre, achetant une semaine 2 magazines sentimentaux et un seul fascicule policier, puis variant le menu une autre semaine. Et dans le cas des histoires de celles qu'on appelait les filles mères, ce qui est intéressant de voir, c'est que ça se présente un peu toujours de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui est coupable, c'est la fille mère. Hein. Il y a il y a un drame qui est arrivé. Elle n'a pas réussi à se marier avant d'avoir un enfant. Et puis, on a des récits qui vont être publiés dans Histoire vraie ou dans Journal. Histoire vraie, c'est davantage une revue sentimentale. Journal, c'est davantage tourné vers des récits policiers ou de crimes. Mais on a, la faute qui a été commise n'est pas la même dans les deux cas, parce que du côté, évidemment, des romans sentimentaux, c'est la jeune femme qui était coupable, souvent, en tout cas très souvent, même si elle a été trompée, même si on lui a menti, c'est quand même elle qui n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Elle est fautive, puis on va tomber sur elle avec toute la force de la morale catholique de l'époque. On va l'écraser sous une pluie comment je dirais, de critiques, hein, de dénonciations. Et alors que de l'autre côté, du côté de Journal, ben, c'est ce qui a été mis en cause, c'est le contrat social. Le coupable va être davantage l'homme. C'est l'homme qui, lui, doit être porteur de ce contrat social, puis qui n'a pas, par manque de sens de devoir, qui n'a pas réussi à sauver la jeune fille et à se réconcilier avec elle pour pouvoir fonder une famille. Donc, on a un peu le même pattern narratif dans les deux cas, mais on y répond avec, évidemment, les codes qui sont propres soit au roman sentimental, soit au roman policier. Oui, puis curieusement, donc, tes sauces à spaghetti, celle qui s'adresse aux femmes, est pas mal plus amère que celle qu'on présume s'adresser à un lectorat davantage masculin. Puis ça, c'était quand même une surprise, hein, ben, pour nous, en tout cas, peut-être pas pour de ta perspective sociologique, mais peux-tu nous parler un peu de l'espèce de progressisme particulier? C'était une surprise pour moi, c'était une surprise pour moi parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on trouve dans un. Alors là, on parle de Police Journal, qui est une revue davantage, on s'intéresse aux faits divers de type criminel. Je ne m'attendais pas à ce qu'on ait non seulement des excuses à proposer pour la conduite des femmes, mais des dénonciations assez véhémentes de la conduite des hommes, à l'intérieur aussi d'une critique plus globale du système qu'on a mis en place pour s'occuper des filles mères. Donc, c'est vraiment, là, on le voit que non seulement sur l'histoire singulière personnelle d'une jeune femme qui était abandonnée par son prétendant, le Journal trouve à redire, mais que plus généralement, on va situer ça dans un contexte où la société québécoise est immorale par la conduite qu'elle a face au sort problématique de ces jeunes femmes qui sont laissées à elles-mêmes. Donc, non seulement on voit les choses se situer au ras des pâquerettes, dans la vie, on pourrait dire, personnelle de ces jeunes femmes, mais on réussit à articuler un discours qui prend prétexte de ça pour s'attaquer des fois de manière assez frontale, même à ce qu'on penserait être des institutions sacrées puis au-dessus de tout soupçon, que sont les congrégations religieuses. Donc, on va s'attaquer, par exemple, aux congrégations religieuses d'une manique que je dirais qui est assez surprenante pour un lecteur d'aujourd'hui. D'ailleurs, Police Journal, qu'on entoure généralement de silence, il y a à peu près personne qui discute de cette publication, parce qu'elle est populaire, mais aussi parce qu'elle peut être, à certains égards, sulfureuse. Les rares cas où on mentionne Police Journal, on souligne le fait qu'elle est une des rares, et puis évidemment, on est en désaccord avec ça, mais on la blâme pour ça, mais elle est une des rares à oser montrer comment il y a des travers dans la société québécoise et qu'une partie de la responsabilité incombe aux congrégations religieuses qui ne font pas le travail de moralisation qui devrait être leur de secourir les plus démunis, les nécessiteux, etc. Oui, notamment parce que les filles mères qui étaient traitées, qui étaient accueillies à l'hôpital, par les congrégations religieuses à l'hôpital, n'étaient pas très bien reçues, surtout si elles n'étaient pas nanties. Oui, elle devait travailler, c'est un peu incroyable aujourd'hui, mais elle devait travailler parfois même pendant plusieurs mois, sinon un an, pour rembourser les frais de leur hospitalisation pendant ce qu'on appelait leur maladie. Mhm.
Merci. Puis, parlant de sorts difficiles pour les jeunes femmes dans nos objets médiatiques, il y a un autre chapitre, celui de Marie-Pierre et Harold, qui aborde les bas-fonds dans les romans sentimentaux de l'après-guerre. Donc, on pourrait penser que des histoires cendrillonnesques ne font pas trop de place au bas-fond de Montréal, mais c'est le contraire que vous montrez dans votre chapitre. J'aimerais vous entendre l'une et l'autre à ce sujet-là. Oui, Harold laisse son micro fermé. Veux-tu commencer, Harold? C'est comme tu veux. Écoute, je suis flexible. Je m'attendais à ce que Caroline nous dirige là, de manière dictatoriale, pas qu'elle nous laisse autant de liberté. Tu peux y aller, Marie-Pierre? Bon, ben, ça va commencer. Moi, je n'ai pas tant envie de parler du chapitre que de comment j'ai réfléchi depuis le colloque, puis depuis la publication du livre. Ça va rejoindre les propos de Mélodie puis Jean-Philippe. En fait, en relisant l'article de Mathieu, là, je me disais, c'est vraiment là où on en est. Il teste une hypothèse dans son chapitre. Il dit, je cite, là, la question des genres, c'est loin d'être une affaire strictement formaliste, mais ça se situe en réalité à l'intersection des questions médiatiques et textuelles. Donc, il martèle l'importance de toujours ramener ça dans le système plus global. Puis, donc oui, Harold et moi, on a pu montrer comment les romans sentimentaux allaient jouer dans les bas-fonds. Puis, ce qu'on dit, en gros, c'est que au fond, ça permet une forte dramatisation des choses parce que plus la jeune fille est pure, plus elle se frotte à l'univers des criminels, plus la lectrice éprouve des émotions intenses. Et donc, c'est ce système-là qu'on a montré. C'était super le fun. Il est bon le chapitre, je pense. Et si c'était à refaire aujourd'hui, connaissant maintenant Histoire vraie, j'essaierais de suivre l'hypothèse de Mathieu puis de voir comment ça joue maintenant dans Histoire vraie. Parce que là, dans Histoire vraie, il me semble que tout est plus violent. La menace de viol devient un vrai viol. En fait, le pacte, le régime soi-disant réaliste, là, parce que c'est comme avec Mélodie, c'est des textes qui se prétendent vrais, même si on a toutes les raisons de douter de cette véridicité-là. Mais dans la vie, ça ne peut pas aller aussi bien que dans les romans. Donc, ça va aller encore plus mal et ça va aller parfois très mal. C'est ça que je disais, la menace de viol devient un vrai viol. La passion conduit vraiment à la violence. Quand on relit les textes, les maris sont franchement agressifs, là. Pour ceux qui seront à Paris en décembre, je vais vous parler d'un texte qui s'appelle Gérard le mâle brutal. Il est épouvantable, ce gars-là, tu sais. Fait que le trait noir d'Histoire vraie contrebalance le trait rose de la collection Romans d'amour. Fait que ça, si j'avais à réécrire l'article, j'intégrerais cette dimension-là, mais je vais continuer de réfléchir avec vous dans d'autres occasions. Et ça m'amenait même à réfléchir là, en relisant aussi le texte de Johan, tu sais. Au fond, là, à la question, est-ce que comment le rose, c'est-tu le noir qui entrelace le rose ou le rose qui entrelace? En tout cas, ne peut pas. Au fond, je finis par me demander, puis c'est un peu ce dont parle Mathieu aussi dans son texte, c'est est-ce que le rose a déjà été rose pur, rose nanane, là, tant que ça? Est-ce qu'au fond, l'hybridation des genres n'a pas toujours été un peu là? En tout cas, elle est là aujourd'hui. Tu sais, j'aurais envie de. Si on refaisait le colloque, je voudrais qu'il y ait une communication sur la dark romance, parce que c'est encore un peu dans la foulée de ce que montre Johan à propos de 50 nuances degrés dans la dark romance. Ce que les gens voient, c'est que l'histoire d'amour inéquitable entre l'héroïne puis le héros, mais personne ne remet ça dans un système médiatique plus large. Parce que le noir, là, si vous allez voir, par exemple, là, les couvertures de ces romans-là, je prends l'exemple de L'ombre d'Adeline en français, là, il y a vraiment une tête de mort, la couverture est noire, ça me semble indissociable, puis ça doit être pris en compte dans le pacte de lecture et même à relier, puis j'arrête, puis je te laisse parler, Harold, même à relier, si on veut le relier au système médiatique plus large, la dark romance devrait être reliée à l'engouement pour les figures monstrueuses sur Netflix à la tête Bundy. Bundy. En tout cas, bref, je mettais à ton tour, Harold.
Pas de problème. Je vais poursuivre sur la lancée de Marie-Pierre d'une certaine manière, mais quand même revenir au chapitre. Donc, moi, c'est vraiment, évidemment, sous l'angle, en fait, à partir de la perspective donc, de l'histoire urbaine que j'ai abordé cette question de l'entrelacement donc du rose et du noir, et c'est voir un peu les espaces où s'entrelacent les deux genres qui étaient, disons, au cœur de mes préoccupations. Et comment dire, les fascicules qu'on observait permettaient de voir un certain nombre de cas de figure. L'entrelacement des deux genres permettait de mettre de l'avant ce qu'on pourrait appeler des lieux de perdition. Donc, comme le disait Marie-Pierre, d'augmenter un peu la tension, la dramatisation en entraînant donc nos héros, nos héroïnes dans des bordels, dans des fumeries d'opium, dans des quartiers terribles desquels ils allaient tenter donc de s'extraire. Mais ce qui était surtout intéressant pour moi et ce qu'il demeure, c'était plutôt, disons, les lieux équivoques, les lieux où le rose et le noir un peu se tendent la main et où, là, effectivement, il est plus difficile peut-être de les distinguer. Et ici, là, vraiment, le cabaret était le lieu privilégié, je pense, de ce genre de contact. Je revisitais tout à l'heure le chapitre et deux extraits très rapidement là, pour les lieux de perdition. Il y a un extrait, c'est une fille se prête, c'est un médecin qui essaie de sauver son amoureuse qu'il redécouvre dans un salon de jeu, puis elle lui dit nous ne sommes pas du même monde, c'est à ces lieux que j'appartiens. Fait que c'est vraiment l'idée de certains espaces comme lieu de perdition, mais au contraire, dans le classique La vendeuse de caresses, c'est l'histoire d'un ancien détenu qui est tiraillé donc, entre deux amoureuses potentielles, son ancienne complice qui s'appelle Rita Mondou et une autre, là, comment s'appelle, Ghislaine Tarot. Et là, c'est fascinant parce qu'à quelques pages de distance, il va sortir avec les deux femmes dans un cas, dans un club là, qui est décrit, comme on dit, la musique joue très fort, c'est un jazz endiablé avec de temps en temps une note très fausse. La boisson coule à flot. Et là, évidemment, c'est le lieu de perdition. Et là, quelques pages plus tard, il va sortir avec l'autre femme. Et là, écoutez, le cabaret s'appelle Le Repos, ce qui est incroyable en soi. Et là, c'est une expérience totalement différente. On parle d'une salle de danse-restaurant plutôt dispendieuse, vraiment différente. Le parquet ciré de frais, on danse tendrement. Et c'est vraiment, l'espace incarne moralité, immoralité, ou en fait, un peu le dilemme du personnage entre ces deux espaces. Et bon, c'est quelque chose que j'ai eu l'occasion de revisiter avec Thomas Poirier, là, dont la caméra est fermée actuellement, mais en regardant beaucoup plus du côté, justement, des séries policières. Et vraiment, ce qui me frappe, ça revient à cette question de la porosité de la frontière entre les genres, c'est-à-dire il y a plein de fascicules du côté des séries policières, plein de fascicules du côté des romans d'amour, où on aurait seulement changé quelques détails pour qu'ils soient à peu près interchangeables, ou en tout cas qu'on puisse recycler une bonne partie là, des 32 pages. Donc, la frontière, elle est très mince, l'hybridation, elle est très forte et plus systématique que je l'aurais imaginé. Évidemment, il y a des différences. Mélodie parlait tout à l'heure des dénouements. C'est clair que les dénouements vont être différents. Le roman policier doit se terminer par la punition des méchants. Il va y avoir des morts en cours de route, alors que le roman d'amour doit se terminer beaucoup mieux d'une certaine manière. Donc déjà ici, le degré de violence qui est, disons, permis n'est pas du tout le même. Et juste pour finir sur cette question de l'hybridation très forte entre les genres, je reviens à la couverture qu'on a derrière nous, le fameux clinch, et je me dis que ça ne prendrait pas grand-chose sur Photoshop pour ajouter un poignard à planter dans le dos de l'un ou de l'autre des clinchers, ou alors de transformer le clinch en étranglement qu'on retrouve quand même en couverture de plusieurs fascicules donc de séries policières. Donc même au niveau iconographique, la frontière n'est pas si importante que ça. Mais oui, bien sûr, ça fait même penser ce type d'image-là à D'Angelo, je crois, là, illustrateur qui représentait l'instant du crime. Donc, le clinch est typique d'un moment de tension qui est similaire à ce qu'on voit dans l'iconographie policière. Puis, vous aurez peut-être compris que si Harold, historien des villes, s'intéresse à cette production-là, c'est aussi parce qu'elle elle est tapissée par des référents montréalais. Donc, juste ça en soi, c'est assez fascinant pour une production qui apparaît dans les années 40, là, que la ville soit si présente. Es-tu d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Ah, Mais plus largement, oui, l'omniprésence de la ville est fascinante dans tout cet univers littéraire. On en a déjà parlé, mais oui, elle est omniprésente. Là, il y a plein de dimensions à explorer. Il y aura un imaginaire urbain qui se met en place et qui se développe très rapidement dans les années 40 et 50 à travers tout ça. merci. On parlait à l'instant de tension.
et d'iconographie. Il y a un cliché qui est peut-être bien vrai dans ces productions-là, c'est que ces productions sont vouées à nous faire vivre des émotions. Et puis, Rachel l'étudie avec beaucoup de sérieux, les émotions médiatiques, en fait, là, qui circulent dans le journal Allo Police, que j'ai probablement pas besoin de vous présenter. Donc, Rachel, c'est ça, tu t'es penchée sur une émotion en particulier. Peux-tu nous parler de la déclinaison dans cette revue policière? Oui, donc Allopolis se consacre d'abord à l'actualité, donc judiciaire et policière. Donc, ça faisait un objet aussi intéressant pour interroger les liens entre le rose et le noir, puis pour interroger aussi les émotions qui circulent, comment on parle des émotions dans les articles d'actualité, dans les textes de fiction. Donc, Allopolis, c'est comme tous les objets médiatiques, là, il y a quand même beaucoup de types de rubriques, beaucoup de rythmes différents. Donc, moi, je me suis intéressée particulièrement à la jalousie, à savoir à comment ça peut être un espace de jonction entre le rose et le noir, puis en quoi aussi ces modalités d'écriture, de représentation, comment les normes sociales qui étaient sous-entendues dans l'écriture des émotions changeaient aussi selon disons, les genres médiatiques ou les espaces rédactionnels. Donc, dans mon chapitre, je me concentre sur trois rubriques ou trois espaces rédactionnels. Donc, un texte fictionnel. Donc, comme Mélodie parlait du titre d'un texte de confidence, donc autour de tuer son mari, ou je me rappelle plus trop, là, mais donc dans Allopolis, dans les premières années, parce que je me concentre sur 1953 et 1954, donc vraiment les tout débuts d'Allopolis, il y a plusieurs textes fictionnels, justement, dont un texte qui s'intitule « Le jour où j'ai tué mon mari » de un certain Henri de Courtois, donc on peut penser que la particule fait référence justement à un auteur français, et ça provient d'une sorte de banque de textes, et Allopolis va avoir une sorte de lien là, qui est un peu à creuser. Là. Soit ils vont chercher des textes fictionnels, des éditions de Lutèce, qui a une collection qui s'appelle Le Rose et le Noir dans les années 50, qui a des liens avec les éditions Saint-Laurent aussi à l'époque. Donc ça va être à creuser aussi là, les liens d'Allopolis avec, disons, d'autres collections qui mettent de l'avant justement le rose et le noir. Mais donc, pour revenir à mon chapitre, je m'intéresse à ce texte fictionnel, à un article d'actualité autour de ce qui est nommé le drame de Saint-Rémy, donc qui est considéré comme un drame, on parlait de drame passionnel, mais donc c'est vraiment un mari qui tire sur sa femme dans une voiture, et dans Allopolis, on a un reportage de photos. Et je m'intéresse aussi à une sorte d'enquête originale. Donc, il n'y a pas beaucoup de textes originaux dans Allopolis dans les premières années. Ça en fait partie. Donc, c'est une enquête en 3 parties sur les causes, l'histoire de la jalousie et comment la jalousie fait des ravages. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les 3 espaces, on traite vraiment de façon différente l'enjeu de la jalousie. Donc, dans la fiction, finalement, c'est une histoire où, la femme la jeune mariée accuse son mari de l'avoir trompée, elle lui lance quelque chose, elle pense l'avoir tué, et là, elle s'enfuit, finalement, la réunion du couple, finalement, se fait sous le signe de la peur, de la crainte. Il n'y a pas vraiment de réunion positive comme dans les romans d'amour. Et c'est aussi un espace aussi très bourgeois, alors que dans l'actualité, on est vraiment dans un traitement de la jalousie qui est plutôt mélodramatique. Donc, la jalousie, ça arrive à un couple de jeunes mariés également, mais on est dans un contexte aussi plus pauvre, où il y a une sorte de misère, de l'alcoolisme. Et dans l'article d'actualité, contrairement à ce qu'on pourrait penser, donc où on pourrait situer, si on connaît Allopolis, on pourrait se dire, mais c'est un journal qui se situe plutôt d'un point de vue peut-être conservateur sur les relations entre les hommes et les femmes, qui pourrait peut-être maintenir, je sais pas, aller dans le sens d'une idéologie qui maintient les femmes à leur place, qui vont du côté qui légitime d'une certaine façon l'amour de l'homme pour la femme à l'intérieur du crime passionnel. Mais dans les articles d'actualité, c'est tout l'inverse. Le mari est très mal perçu, puis on parle de sa jalousie comme d'une lubie aussi. Donc, et dans l'enquête, c'est plutôt, on essaie de montrer que la jalousie a comme un genre, a une classe, un âge aussi, que les professeurs seraient plus prompts à la jalousie que d'autres. Donc,
il y a vraiment une sorte de décalage finalement entre l'article d'actualité qui est vraiment plus mélodramatique, qui montre aussi une faillite de l'amour finalement, puis vraiment l'enquête qui utilise un peu une sorte de fascination pour les classes aisées pour montrer leur apparente sensibilité pour la passion et pour penser les pratiques jalouses à partir de cette classe-là. Donc, finalement, ben, on aurait pu penser qu'Allopolis, finalement, défendre le crime passionnel, mais en fait, la jalousie apparaît vraiment comme une sorte de fait qui concerne tout le monde, mais particulièrement les plus riches. Là, il faut insister là-dessus. Il y a quand même un aspect de classe à la jalousie. Donc, les émotions médiatiques sont là pour nous transporter. Veux-tu juste dire un mot sur ton postulat, justement, qui est un emprunt brillant à une théoricienne? Oui, c'est ça. Ben, c'est l'idée que les émotions, ben, c'est la théoricienne Sarah Hamel qui parle des émotions comme ce qui s'imprime aussi sur les corps, qui s'imprime dans les esprits. Et elle dit que les émotions sont toujours médiées par des récits collectifs. Donc, en réfléchissant à justement les émotions dans Allopolis, ben, il s'agit de voir aussi comment la presse participe à imprimer aussi ces récits-là autour des émotions, puis à finalement peut-être sous-entendre justement des normes sociales par rapport à la façon dont on conçoit ou comment on devrait réagir aux émotions. Donc. Merci Rachel. Puis, tu n'as pas choisi la facilité. Tu aurais pu y aller avec, je sais pas, l'espèce d'horreur physique ressentie parfois devant Allopolis, mais donc une super exploration. Puis, j'aimerais aussi qu'on s'interroge avec Yoann en dernier lieu, peut-être sur une prolongation vraiment contemporaine. Là. J'ai commencé en parlant du chapitre de Mathieu Letourneux, donc qui disait qu'il y avait un syncrétisme au 19e siècle, ensuite une polarisation éditoriale. Puis Mathieu avait cette hypothèse-là porteuse que Yoann reprend en partie dans son chapitre pour explorer un phénomène vraiment mondial qui a bluffé même les plus sérieuses d'entre nous. Donc, peux-tu nous parler un peu, Yoann, de ce bluff qu'est 50 nuances de gris? Bien sûr, avec plaisir. Merci, Caroline. Oui, c'est vrai que je me concentre sur 50 nuances de gris. Alors, juste une toute petite chose avant de commencer, parce que je vais oublier de le dire après. Et c'est important, en fait, pour comprendre pourquoi l'article est comme il est. J'aurais aimé, dans tout le monde, souligner la qualité du travail éditorial que vous avez fait, toi, Jean-Philippe et Marie-Pierre, parce qu'au départ, je poursuivais deux buts, en fait, dans la communication que j'avais fait à l'oral, et j'essayais à la fois de réfléchir au mélange des genres en général, en passant à la fois par les collections Harlequin, Black Rose et 50 nuances de Grey, les Black Rose qui sont des collections Harlequin qui mélangent policier et romance. Et en fait, le texte n'avait pas un peu ni queue ni tête, à force de poursuivre tant de buts, et comme vous m'avez invité à recentrer, et ben c'est vrai que du coup, en me concentrant sur 50 nuances de Grey, j'ai mieux compris où je voulais en venir avec cette étude de ce roman. Et donc, les résultats que tu présentes là, bon, c'est en large part grâce à vous que je les ai. Par ailleurs, Marie-Pierre, je ne sais pas si tu l'as vu passer, mais ce livre-là concerne exactement ce que tu disais sur la new romance comme... enfin, je veux dire, la couverture suffit, après c'est même pas la peine de le lire, puisque You Rose et du Noir, pour parler de la new romance. Et je pense que tu as raison, la new romance est un bon point d'arrivée désormais pour comprendre un peu comment en tout cas la violence, pas forcément le policier, le noir, mais la violence et la romance se sont entrelacées. Et 50 nuances de Grey a évidemment un rôle majeur là-dedans, enfin dans cette dynamique. Maintenant qu'on rentre dans une librairie, qu'on voit le rayon new romance, bon, ben, on se dit, oh là là, mais quel impact culturel si rapide en 10 ans, c'est 2012 à peu près, 50 nuances de Grey. Quel impact et quelle transformation du champ, reposant en effet sur un mélange des genres, c'est-à-dire, on va dire, bon, bah, la romance et la pornographie, quoi. Pour le coup, c'est le rouge, quoi. Le premier mélange qui polarise l'attention. Tu parlais, Caroline, d'un vernis commercial érotique. Oui, enfin, un vernis scandaleux, hyper choquant, hein, c'est ce que disent Marie-Pierre et Jean-Philippe quand ils parlent de 50 de gars dans leur livre. C'est pas du tout, c'est pas du tout édulcoré, léger ou je ne sais quoi. C'est ultra scandaleux, ultra pornographique, ultra explicite. Et les gens qui en ont fait un roman édulcoré l'ont pas lu ou alors le lisent de travers. Hein, c'est vraiment pas ça. Donc le premier mélange qui est celui-là et qui a vraiment produit un choc, mais dans lequel en fait, et c'est ce que j'essaie enfin c'est le point d'intérêt que j'essaie de mettre, en fait il y a un roman noir qui
qui intéresse personne ou qui paraît comme ça si naturellement s'intégrer aux deux autres, le roman pornographique et la romance sentimentale, qu'on en fait peu cas, qui a une histoire policière. En fait, elle est harcelée par son patron, qui est le frère. Alors, c'est vraiment un mélodrame, hein. L'hyperstructure dont parlait Marie-Pierre tout à l'heure, c'est le mélodrame, en fait. C'est ça le truc qui est pur au départ, le rose pur, le noir pur, c'est le mélodrame. Et donc, on a un méchant frère qui est le doux, le maléfique, violent, pour de mauvaises raisons, qui finit par être arrêté à la faveur d'une sorte, même pas d'enquête, hein, d'une série d'actions comme ça qui vont très vite dans les 2 derniers volumes. Et donc, ça peut paraître bâclé, mais c'est fondamental parce que, et ça c'est le dernier point que j'essaie de voir dans l'article, ce travail de mélange des genres, de 3 genres, en fait, réencode fatalement, comme le dit Jameson, l'idéologie que chaque forme porte, en fait, et la façon dont chaque forme charrie des manières de parler du présent. Et il me semble que le roman policier sert à redire d'une autre manière et à réactualiser le discours sur la condition féminine, la difficulté du couple, etc., les contradictions de la féminité en 2012, qui évidemment, on saute sur le rose et le rouge, voilà, c'est ça qui encode la loi, la relation ludique, etc. Mais en réalité, l'intrusion du policier met la loi tout court aussi dans cette affaire et vient apporter une sorte de régulation des rapports qui repose sur l'action policière. C'est pas clair comme ça, mais voilà. Il y a du policier dans 50 ans. Voilà. Ouais, c'était vraiment clair. Puis, si jamais, si vous voulez être convaincu, allez lire ce chapitre. Puis, plus spécifiquement, peut-être aussi le second tome, hein, c'est ça, Johan, de la trilogie? Ça commence dans le deuxième tome, donc c'est assez tôt en fait. C'est assez perlé, puis c'est très développé. En fait, quand on regarde les 2 personnages masculins sont vraiment construits en diptyque, sont 2 enfants abandonnés qui ont été recueillis, l'un par une famille riche, l'autre par une famille pas riche. Donc il y a un qui est méchant, il y a un qui est gentil, mais ils sont traumatisés tous les deux, ce qui explique leur rapport violent aux femmes. Mais l'un l'exprime de manière comme ça sophistiquée et plaisante. Bon, elle a fini par s'attacher, et l'autre de manière illégale, criminelle, etc. Merci. Puis je crois que les conversateurs d'aujourd'hui convergent vers une nouvelle post-conclusion qui est vraiment la prise en compte nécessaire des systèmes médiatiques. Puis, évidemment, on veut élargir, on veut que ce projet emporte d'autres. Donc, appel aux chercheuses et chercheurs pour vous joindre, en fait, à ce bal, cet entrelacement. Puis, justement, on aimerait bien vous entendre si vous en aviez le cœur, le courage, l'intérêt. On ouvre ça. Puis, Marie-Pierre, je te laisse tout de suite la parole. Oui, ben merci Caroline, mais c'est parce que je trouve ça plate que tu ne présentes pas ton chapitre. Je sais que tu veux tenir le temps, mais prends quand même 2 minutes pour parler du tien. OK, ben oui, avec plaisir. Dans le fond, moi, celles et ceux qui me connaissent savent que je m'intéresse beaucoup aux représentations de l'éducation supérieure. Donc, dans ce chapitre-là, j'ai voulu réinterroger un corpus qui est principalement connu aux États-Unis puis en Angleterre, le Campus Novel. Moi, dans ma thèse, dans le fond, je cherchais à vérifier l'existence de cette production-là au Québec. J'ai fait un peu table rase, puis j'ai fait une recension systématique pour trouver une centaine de campus produits ici. Et puis là, je me rendais compte que mes romans étaient souvent roses ou noirs, environ 45 de la production recensée. Puis, je suis retournée voir, dans le fond, les critiques les critiques formalistes qui ont été faites aux États-Unis et en Angleterre depuis 75 ans sur le campus Novel pour voir que finalement, il y avait un geste critique récurrent qui visait à écarter le rose et le noir. Bon, le noir parce que ça formait une catégorie autonome du roman de campus, puis le rose pour des raisons plus machistes. Donc, j'ai réintégré tout ça et j'ai testé donc l'espèce de polarisation de mon corpus pour finalement me rendre compte que les variantes rose et noir ne transfigurent pas la production, mais l'enrichissent et que les propos, les savoirs qui sont mis en forme et déformés sont plutôt tributaires des publics, donc un peu du régime médiatique là, pour me joindre à votre bal nombreux. Merci Marie-Pierre. Caroline, j'ai une question par rapport à ton chapitre, puis à ce que tu disais. Est-ce que tu as l'impression que c'est comme le sérieux associé à l'enseignement supérieur dans les romans qui t'intéressent, qui est comme
fait en sorte que, justement, les romans qui tenaient plus, justement, du roman policier ou d'un architecte sentimental étaient comme automatiquement passés sous le radar. C'est juste comme lié à comme un imaginaire des genres qui existait déjà, puis que finalement, on n'a jamais rassemblé ces œuvres-là. Je sais pas si ma Ouais, question ouais. n'est pas claire, là, c'est comme Non, non, c'est vendredi clair. midi, là. Non, non, Je suis mais comme, tout est clair, c'est la puis fin tu de as la semaine, mais raison. en tout cas, c'était juste par curiosité, comme, est-ce Ouais, que c'était ouais. lié à l'imaginaire, finalement, de ce qui est représenté? Oui, ben, tu as raison sur tout ce que tu dis, puis son contraire est vrai aussi en partie. Donc, si je poursuis sur ce que tu as dit qui était vrai, ben, c'est une production délégitimée. Donc, déjà, bon, par exemple, pour les variantes roses, il y a des critiques sérieux qui ont dit, il y a 70 ans à peu près, que le roman de campus s'était étiolé à la fin du 19e siècle quand les femmes se sont mis à insuffler un romantisme ridicule dans les œuvres pour éviter leur méconnaissance du système universitaire. Donc, oui, c'est vrai ce que tu dis. Puis, en même temps, le contraire est vrai parce que, euh, au contraire du sérieux qu'on pourrait croire un critère, ben, en fait, ce sont les romans satiriques des années 1950 là, qui sont devenus l'espèce de canon. Donc, c'est plutôt la tonalité satirique qui a contribué aussi à expurger la production parce que ni le roman policier, ni le régime sentimental sont d'ordinaire humoristiques ou satiriques. Donc, cette idée-là a tenu. Puis, à force, en fait, ben, ça rejoint un peu les idées de Mathieu Letourneux. Je m'appuie sur ses travaux quand je dis ça, mais il faut dépasser la question formaliste des genres parce que, justement, ben, le geste critique de définir un genre le codifie. Puis, en le codifiant, on expurge. Puis ensuite, on dit des romans de campus que c'est une production très homogène. Donc, c'est un peu paradoxal. Ouais, merci. Non, pas vraiment. C'est compliqué, hein. Tu connais un peu les articles du Code civil là, sur la tutelle parentale. Donc, la mise en adoption est extrêmement difficile au Québec. Elle ne peut pas être reniée, elle ne peut jamais être aliénée. Donc, on reconnaît évidemment la possibilité de tutelle pour les enfants qui n'auraient pas de parents, mais c'est pas le cas évidemment de celles qui accouchent comme fille mère. Et donc, on ne parle pas du tout de ce cadre légal. Je pense que c'est peut-être ça va au-delà des capacités intellectuelles de ceux qui écrivent les histoires. C'est vraiment le drame, hein, c'est le drame d'une personne face à la faute hein, qu'elle a commise et la possibilité de sa réconciliation. Comme la fille-mère a perdu sa vertu avant le mariage, la possibilité de réconciliation à l'intérieur du roman sentimental est impossible. Donc, à moins de toutes sortes d'élucubrations, là, puis de récits rocambolesques où la personne qui l'avait abandonné en vérité revient dans l'histoire, puis finalement la marie. Mais il y a vraiment puis il y a même des fois des histoires de filles qui ont été violées, puis elle se marie ensuite dans un mariage blanc. Pierre connaît bien cette histoire-là, avec une personne pour cacher sa grossesse. Cette personne qui se révélera à être finalement son violeur qu'elle n'a pas reconnu. Donc, il y a tout ça, mais, je veux dire, mais en général, dans l'histoire vraie, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, ben non, c'est irrécupérable. Là. Tandis que dans les histoires policières, la culpabilité est du côté de la brèche dans le contrat social. Et comme la responsabilité du contrat social, surtout dans une époque où les femmes viennent d'avoir seulement le droit de vote et plus placées vers les citoyens que vers les citoyennes, ben on se tourne vers les hommes. Puis les hommes qui, effectivement, n'ont pas rempli leur devoir moral de marier celle qu'ils ont abusé, mais aussi, en général, les institutions tenues par des hommes dans la société, au plus haut échelon du gouvernement ou peu importe, qui ne favorisent pas la possibilité pour les gens de refaire hein, le lien avec le groupe. Donc, il y a pas, les considérations sont jamais strictement légales. Elles sont soit d'un côté sentimental ou de l'autre côté, on va dire politique dans un sens large. Je vais faire ça vite. Ça fait tellement longtemps que je travaille avec Jean-Philippe que je savais déjà d'avance que je voulais apporter un complément de réponse, sachant qu'il allait peut-être pas
répondre comme ça à ta question, Louise. Mais c'est encore là, dans l'histoire vraie, il faut regarder l'ensemble de la revue. Puis ce que tu cherches, là, une espèce de manière d'attraper les pères, on va trouver ça dans le courrier de grand-mère Martin. Elle va dire, j'ai un ami avocat, je fais pas ça d'habitude, mais là, il va vous contacter, puis on va l'attraper. Elle fait ça à plusieurs reprises. Donc, tu vois, le discours du courrier vient compléter l'imaginaire. Je peux en parler, puis Johan pourra compléter. En fait, l'idée de considérer les systèmes médiatiques, c'est l'idée que en partie, c'est les supports, c'est les périodiques, c'est les dispositifs, c'est les canaux médiatiques qui conditionnent les écritures, puis qui modèlent les genres. Donc, c'est un peu ça aussi, je pense, que Mathieu montrait dans son chapitre, si ma mémoire est bonne, c'est l'idée que finalement, les genres médiatiques, parce qu'on peut parler de genre médiatique et non seulement de genre littéraire, parce que ces genres-là, justement, le rose, le noir, ils n'existent pas seulement dans la littérature, mais à travers des supports médiatiques de toutes sortes, finalement. C'est des constructions transmédia, les genres, d'où l'idée et la pertinence encore de la notion de genre, mais saisie à travers le système médiatique. Pour revenir à ce que je voulais dire, c'est l'idée que c'est en partie des logiques économiques, éditoriales, médiatiques qui donnent naissance aux différents genres tels qu'on les connaît aujourd'hui, les genres populaires de grande diffusion comme le sentimental, comme le policier, comme la science-fiction aussi, la fantasy. Dans le fond, c'est lié à la sauce à spaghetti dont parlait Jean-Philippe Warren. C'est des constructions en partie qui découlent de la volonté d'offrir des produits adaptés à différents publics. Puis ça va vers une extrême spécialisation des sauces à spaghetti aujourd'hui, si on veut, parce que si on va voir en ligne sur les plateformes de diffusion numérique, il y a non seulement de la romance, de la dark romance, de la gaslight romance, et finalement, il y a comme une déclinaison de plus en plus segmentée de ces étiquettes génériques-là. Donc, la notion de genre reste pertinente, mais quand on la saisit justement dans son contexte à travers les dispositifs médiatiques qui portent les genres. Finalement, je n'ai pas parlé de médias politiques, mais peut-être que Johan peut expliquer le terme. Non, si tu viens de l'expliquer. C'est Marie-Ève Terranti qui utilise ce concept pour parler de ça, de la façon dont le contexte médiatique détermine la façon dont on écrit et donc on institue un genre. Et donc, tu as très bien expliqué, il n'y a rien à ajouter de plus sur ce concept qui est vraiment celui de Marie-Ève en plus. Juste pour répondre à la question pourquoi maintenir la notion, parce qu'après tout, la déduction que vous faites est hyper pertinente, mais si tout est construit, tout est convention et volatile, et que derrière fantastique, il faut juste prendre en compte ce que les gens appelaient fantastique, et ça peut être n'importe quoi, bon, pourquoi maintenir cette notion de genre? Parce que, comme l'a aussi dit Mélodie, elle est instituante, en fait. C'est comme ça que s'organise l'économie de l'édition, c'est comme ça que s'organise, en large part, le plaisir de parler des œuvres, en fait. Les gens préfèrent se disputer sur la définition des genres plutôt que de vraiment s'interroger sur ce qui... C'est un niveau de discussion qui est hyper important dans la vie quotidienne. Toute la fan culture s'organise autour de ça, mais pas seulement, hein. Tout l'enseignement de la littérature, en tout cas en France, s'organise autour de dogmatismes complètement délirants sur ce qu'est le genre fantastique, ce qu'est à partir d'un seul petit livre de Todorov, par exemple, alors même que n'importe quel feuilletage de bibliographie des livres fantastiques nous montre que c'est tout et n'importe quoi, et que rien ne correspond à la définition de Todorov à peu près dans les collections fantastiques populaires du XXe siècle. Donc c'est parce que ces notions sont hyper instituantes, hyper importantes, et déterminent la pratique de lecture, la pratique d'écriture, la consommation, tout en fait. C'est pour ça que c'est si important.